Bienvenue dans La Vie en Bleu, le podcast où la spiritualité, l'énergétique et le développement personnel se rencontrent pour vous inspirer et vous guider. Je suis Benjamin, je suis artiste, canal et thérapeute. J'ai eu l'élan du cœur de créer cet espace de partage pour soutenir les personnes en quête de compréhension et d'outils pour leur cheminement en conscience. Toutes les 2 semaines, seul ou avec des invités, je vous invite à explorer des pratiques, des clés et des réflexions pour vous reconnecter à votre nature profonde et aller vers une vie alignée à votre essence lumineuse. Un peu tout ce qui peut se jouer. Donc, je vais pas trop m'attarder sur le côté famille parce que je pense qu'il y aura un épisode complet que je ferai à un moment donné sur les liens familiaux, sur le transgénérationnel, les lignées, parce que c'est un gros morceau, c'est des choses qui nous impactent beaucoup, autant en bénéfique avec tout ce que nos lignées nous ont emmené, mais aussi en moins bénéfique parce que il y a aussi des poids qu'on porte à ce niveau-là. Donc voilà. Mais donc, on va quand même parler de liens familiaux pour commencer, juste pour nommer le fait que on se rend pas forcément compte à quel point notre enfance, notre construction avec notre famille détermine tellement de choses dans nos schémas de comportement, dans notre manière de connecter aux gens, de connecter à comment on aime, comment on est aimé, avec différents types d'attachements. Donc je voulais juste commencer par cette partie-là pour ensuite enchaîner sur le reste. Donc oui, parce qu'il y a différents types d'attachements, parce que quand on est enfant, selon comment nos émotions sont reconnues, accueillies, selon si on nous permet de s'exprimer, selon si on a un parent qui est distant, qui est indisponible émotionnellement, qui est absent, si on a un parent au contraire qui est dans le contrôle, qui est dans la surprotection, qui est dans le trop de présence, s'il y a des abus, s'il y a de la violence verbale, physique, par les parents, par la fratrie, par des proches, donc tout ça va mouler beaucoup de choses sur comment on s'attache, en fait, comment on se permet d'être, parce que ça met des constructions en nous, dans l'inconscient, dans notre manière de connecter, dans nos énergies, dans notre système nerveux aussi, qui fait que, inconsciemment, souvent, on va tenter de reconnecter, recréer ces mêmes liens. On va aller vers ce que le système nerveux connaît, ce qu'on connaît dans une énergie, ce qui est semblable à ce qu'on a vécu, ce qui est rassurant dans un sens, même si c'est inconfortable. Parce que des fois, souvent, l'inconfort qu'on connaît peut être plus rassurant que la nouveauté qu'on connaît pas, où on peut projeter des peurs. Donc c'est pour ça qu'on a tendance à revenir vers des schémas connus. Et ça, pour moi, la vie est une très grande enseignante parce que elle nous ramène les choses pour qu'on les comprenne. C'est pas des punitions, c'est pas des tests pour moi. En fait, c'est la loi de résonance. Parce qu'on parle beaucoup de la loi d'attraction, attirer à soi ce qu'on veut. Mais du coup, en fait, c'est incomplet si on parle juste de ça. Si c'est pour dire, je veux manifester tel type de relation, oui, mais où c'est qu'on en est? Se regarder vraiment sur on en est où. Tu veux telle relation, mais en fait, est-ce que tu peux l'avoir dès maintenant? Et ça, moi, quelque chose qui m'avait vraiment marqué comme guidance de Laure Zanella, qui fait des guidances énergétiques et psychologiques très, très, très intéressantes. C'était quelqu'un qui demandait pourquoi elle trouvait pas la relation amoureuse tant désirée, le partenaire, limite une union sacrée, et puis qu'elle demandait de le retrouver vite. Et du coup, elle comprenait pas pourquoi elle enchaînait des relations qui étaient toxiques, qui étaient blessantes, qui étaient pas ce qu'elle voulait. Mais en fait, la vie venait lui montrer où c'est qu'elle en était. Parce que par exemple, si on veut quelqu'un avec qui ça va être fluide, faut qu'on puisse oser être soi-même, faut qu'on puisse nommer ses émotions, ses limites, avoir cette valeur de soi pour trouver cet équilibre-là. Je dis pas qu'il faut être complètement guéri puis parfait. Par contre, si c'est notre but d'avoir ce type de relation, on veut aller là. Donc certains la construisent ensemble potentiellement, mais des fois on est tellement bas qu'on pourrait passer à côté d'une personne qui serait saine pour nous, parce que en fait on saboterait, parce qu'on serait pas prêt, parce que nos schémas se déclencheraient et qu'on serait prêt même à les gâcher ou à sortir de ça. Donc la vie des fois nous prépare à cela en fait en nous faisant rencontrer des situations, des personnes, des relations pour nous faire level up, nous faire monter de niveau, nous faire comprendre, nous faire guérir, voir qu'est-ce qui se passe. Si on est en manque d'estime de soi, quelqu'un va arriver pour nous montrer à quel point. Et c'est pas toujours plaisant parce que ça peut venir
nous provoquer dans nos blessures. Ça peut être de manière assez toxique. Donc c'est ça. Et oui, donc ça peut être frustrant. Ça peut être souvent douloureux selon l'attachement qu'on a, selon quand on a cette impression que ça se répète sans fin, que ce soit en amitié ou en sentimental, parce que pour moi les deux vont jouer sur comment on est en fait, vont venir nous montrer ça. Mais du coup, c'est enseignant et c'est là où moi, dans mon chemin de guérison, ces 3 dernières années, ça a été beaucoup d'initiation sur ces guérisons-là, sur les relations, sur comment s'aimer soi-même en fait et du coup aimer l'autre en justesse, pas dans le sacrifice, pas dans la dépendance, pas dans le manque, mais y aller le cœur ouvert en donnant et en se respectant soi, en se priorisant. Donc c'est pour faire un petit résumé rapide de d'où on va aller. Et donc il y a beaucoup de choses. Alors il y a des choses dans tout ça qui vont pas parler à certains, d'autres qui vont parler beaucoup à d'autres. Euh, pour certains, certaines choses sont très faciles. Couper avec quelqu'un, ne pas se sacrifier, c'est pas ce qu'ils ont à régler dans cette vie, c'est pas ce qu'ils ont à travailler. Donc, pour eux, ça peut venir aisément, et puis ils le font. D'autres, ils le font peut-être même trop parce que, c'est un mécanisme de protection aussi qui coupe très vite parce que, ils se protègent avant même d'être dans une situation qui va déclencher des blessures. Et puis, certains vont rester dans des situations qui vont être douloureuses ou pas bonnes pour eux ou elles parce que, ils laissent ça venir. Donc, et ils sont pas encore prêts à passer. Et ça, il y a beaucoup de schémas derrière que moi j'ai vu chez moi, que j'ai vu chez beaucoup des gens que je connais, puis des gens que j'ai vus en séance. Donc voilà. Et là, pour donner un peu de contexte sur mon chemin, sans tout vous dévoiler non plus, on va garder du suspense pour d'autres épisodes. Ouais, donc moi, il y a eu beaucoup je pense beaucoup d'envie de fusion en grandissant et puis en l'âge adulte et puis vraiment, en fait, une sous-valeur de moi et donc chercher à la valorisation dans l'autre, mais du coup en vivant beaucoup de rejet, beaucoup de manipulation, beaucoup de gens qui pouvaient m'utiliser en fait, dans un sens, de manière plus ou moins évidente ou toxique. Et, et du coup, oui, ça, c'était parce que il y avait une partie de moi qui osait pas être pleinement soi, qui osait pas s'affirmer, nommer les choses, ses besoins. Et du coup, ça faisait cet effet cocotte minute où il fallait vraiment qu'on me pousse loin pour en est et j'explose et que je pose des limites très fortes. Et après, donc ça, c'était un enseignement au début de mon chemin de guérison, de dire ok, apprends à t'affirmer, à poser tes limites. C'est encore des choses que je travaille, je peaufine. Mais du coup, oui, parce que la peur d'être rejeté, la peur d'être abandonné, parce que on se dit ok, si on fait pas plaisir à l'autre, en fait, peut-être qu'il va pas nous aimer. Et ça, c'est des constructions de l'enfance. Par exemple, moi, c'est une construction qu'on a trouvé dans un soin, une guidance. J'avais pas dans mon inconscient, j'avais pas de valeur si j'étais pas utile à quelqu'un d'autre. En fait, j'avais pas de valeur d'exister sans ça. Donc forcément, avec une construction comme ça, on va chercher à aider l'autre, on va chercher à se montrer, à se rendre utile. Et puis du coup, avoir un amour conditionnel du coup, parce que il faut qu'on fasse quelque chose pour se sentir aimé, au lieu de dire je suis moi, donc j'ai le droit d'être aimé pour qui je suis. Et du coup, cette différence-là, qui peut être minime d'apparence, en fait, ça change tellement de choses dans nos dynamiques, dans ce qu'on accepte, dans ce qu'on tolère, dans comment on approche les autres, dans qui on laisse entrer dans notre champ, et qui on ne fait pas sortir. Donc ça, c'est ça. Et donc ouais, c'était pas mal, beaucoup de phases au niveau sentimental, de phases de célibat pour moi, parce que il y a eu beaucoup de peur d'aller dans le couple, il y avait beaucoup de mal-être en fait, de pas m'aimer moi, donc penser que l'autre m'aimait pas à cause des mêmes choses. Et du coup, une attraction aussi, ce qui est arrivé plusieurs fois, dont on va parler, pour des gens indisponibles. Et ça, pareil, c'est quelque chose que j'ai compris récemment. Ça peut être des schémas de protection, des schémas de l'enfance aussi, parce que si on a dans notre entourage des gens qui sont pas disponibles émotionnellement quand on grandit, on cherche à se faire aimer, à prouver notre valeur, et du coup, on va vers le même type de vibration, vers le même type de dynamique où il y a quelque chose là qui nous attire inconsciemment, et en même temps, mécanisme de protection potentiel en disant, en fait, je veux aller en relation, mais une part de moi inconsciente ne veut pas y aller
Donc du coup, je m'auto-sabote tout seul en étant attiré par des gens qui ne sont pas intéressés. Comme ça, je ne rentre pas en relation, donc et ben, je suis safe sur cette partie-là. Et en même temps, étant hypersensible, empathique, ce qui peut arriver parfois, c'est qu'on va être un peu beaucoup dans notre tête, dans nos rêves, dans les émotions qu'on peut ressentir en revivant les situations, en s'imaginant. Et là, du coup, on peut arriver à de l'idéalisation des situations, des relations. Et du coup, ça c'est ce que j'ai pas mal vu cette année revenir dans différentes guidances et articles que j'ai pu voir, c'est que des fois, on arrive à se nourrir tellement en émotions, rien qu'en imaginant des situations, selon comment on ressent les choses, que ça peut nous donner ce rush qui nous donne des émotions qu'on a besoin, puis qui fait qu'on a moins le besoin d'aller chercher à l'extérieur. Alors que on le veut, mais du coup, il y a un fonctionnement un peu fucké dessous, brisé, qui fait que, on se nourrit de ça. Et puis derrière, on comprend pas pourquoi. Oui, mais moi, je rêve de ça, donc je veux le manifester en plus, donc je visualise, mais en fait, on voit pas qu'on se soustrait à la vie. On n'ose pas aller le vivre et puis on préfère le rêver. Donc moi, c'était pas mal de ça qui est arrivé dans mes constructions, dans mon chemin. Et en plus, il y a eu différentes phases. Donc il y a sentimental, il y a les amitiés. Et là, on va faire une petite parenthèse sur les amitiés avant de revenir sur le sentimental. Parce que les amitiés, c'est pareil, il y a beaucoup de choses qu'on peut tolérer ou pas. Et la différence du couple, où dans un couple, on va dire équilibré, qui communique et sain, c'est qu'il y a une sorte de contrat, on va dire, de comment se passent les choses, on exprime nos besoins, nos limites, et puis on réassesse la situation, la relation, selon comment chacun évolue, pour voir ce qui nous va, ce qui nous va pas. En amitié, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à venir là plus avec beaucoup plus de liberté, parce du coup, c'est des bonus d'avoir dans nos vies des gens, c'est aussi, on aime nos amis comme ils sont, mais du coup, ça fait qu'il n'y a pas forcément cette même respect parfois du changement, que quand l'un change, en fait, ça peut impacter la relation, et que l'autre, du coup, peut avoir, peut être perturbé, peut ne plus être en accord avec ça, peut se sentir délaissé, et du coup, il y a des deuils à faire avec des amitiés qui s'en vont, des amitiés qui prennent une toute autre dynamique, et souvent, on n'ose pas forcément nommer, selon les gens. Enfin, moi, je sais que c'était mon cas. Si on prend pas le temps de nommer les choses à l'autre qui a changé, et l'autre peut pas forcément penser que ça nous impacte, et puis qu'on pourra en discuter pour trouver un nouvel équilibre en fait ensemble. Et ça fait que des fois il y a aussi des relations qui se finissent par manque de communication, ou parce que chacun change. Et ça, c'est connu aussi dans le chemin d'éveil ou de montée en vibration. En fait, notre vibration change, donc les choses qui sont notre réalité changent, et les choses qui sont dans notre champ, les gens qui sont dans notre champ changent aussi, parce que notre vibration va plus matcher. Donc des fois, ça fait aussi des relations qui vont se terminer ou qui vont juste prendre de la distance pour des fois revenir. Ça va dépendre, parce que on a changé notre manière d'être, de quoi on vibre. Donc ça fait qu'il y a cette phase dans la phase d'ascension vibratoire, où on peut avoir des grandes phases de solitude, où d'un coup, il y a un grand vide qui se crée dans nos relations. Et ça peut être compliqué, avec ce sentiment de vraiment d'être seul. Mais en même temps, il y a des raisons à ça aussi, parce que on veut aller vers du mieux pour nous, on est une nouvelle personne de plus en plus, on va vers cet amour de soi. Donc déjà, il y a besoin, pour aller vers ça, des fois de revenir à soi, de prendre le temps d'avoir plus de temps avec soi-même, de se redécouvrir, de redécouvrir ce qu'on veut, comment on veut fonctionner. Et là, du coup, il y a, la vie, des fois, nous pousse à faire ce vide. Et en plus, il y a toujours le fait de, si le verre est plein, on peut pas verser de nouvelles choses dedans. Donc, c'est faire de l'espace pour ceux qui s'en viennent, qui vont correspondre à ce qu'on cherche, autant en amitié qu'en sentimental, parce que il faut faire de la place. Donc ça peut être des phases un peu compliquées. Moi, c'était des phases, je dirais que ça fait 1 an que ça s'ouvre, mais avant ça, il y a eu, je dirais 3 ans d'un gros vide qui s'est fait naturellement, et puis pas toujours de manière agréable. Donc, mais oui, c'est une partie du chemin. Et c'est là où, des fois, moi, ce qui m'a été montré ensuite, c'est dans ce chemin-là, en plus du vide derrière, des nouvelles relations sont arrivées. Donc, je disais, chouette, je rencontre des gens
des nouvelles personnes qui vibrent avec ce que je cherche maintenant, avec ce que je veux vivre. Et donc là, on peut avoir tendance à s'emballer, à dire ok, j'ai trouvé et tout, sans voir forcément que c'est des gens qui peuvent être là, oui, de manière saine, et puis on peut évoluer avec, ou des fois des gens qui viennent nous montrer aussi où on en est simplement, et qui vont faire qu'on va faire un bout de chemin avec eux, mais qui peut aussi vite venir nous montrer nos incohérences, nos schémas, nos blessures, parce que l'autre est un miroir. L'autre vient nous montrer ce qu'il y a en nous. Notre monde intérieur est le reflet de notre monde extérieur. Donc en fait, la personne en face, elle va venir nous montrer soit qui on est en étant comme nous, soit elle va venir réveiller des blessures en nous en étant différente, mais en venant appuyer sur ces blessures pour nous montrer ce qu'il y a en nous, pour nous aider à le voir en fait. Donc c'est pas forcément toujours agréable. Et puis on peut être du coup dans cette vision de dire ok, c'est la faute de l'autre personne, mais au bout d'un moment en fait, quand on commence à plus aller dans l'observation de soi, dans vouloir comprendre comment on fonctionne et puis pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme on voudrait, et par là on commence à voir ok, mais en fait il y a l'autre, mais il y a aussi moi du coup. Qu'est-ce qui fait que je vis ça? Qu'est-ce qui résonne en moi? Qu'est-ce que j'ai pas encore compris qui fait que je suis encore attiré dans des situations comme ça ou que elle reste encore dans mon champ? Donc un exemple que je vais donner, j'ai une amie très proche cette année où à un moment donné, on va reparler après de situationship, mais disons que on communiquait beaucoup, genre tous les jours, c'est tous les deux célibataires et tous les deux, on était proches et puis je pense des attachements un peu anxieux. Et du coup, une communication vraiment, un soutien au quotidien. Et à un moment donné, cette personne trouve quelqu'un dans sa vie. Et puis moi, j'ai senti le switch énergétique où l'attention, l'énergie était portée vers son nouveau compagnon, ce qui est normal. Mais du coup, il y avait la partie, moi, je me suis senti abandonné puis délaissé. Donc là, c'est parce que là, ça a beaucoup fait évoluer la relation amicale. Donc, chose que je faisais pas avant, je suis allé nommer à la personne parce que, je dis, ok, ça me convient pas, parce qu'à ce moment, ça m'atteint, et puis, je voudrais savoir où on en est dans notre relation, puis qu'est-ce qu'elle devient, parce que, soit ça va s'écarter de plus en plus, soit on trouve ensemble une nouvelle manière de vivre notre relation amicale. Et, et du coup, en fait, c'est là que j'ai déjà vu qu'il y avait un schéma à moi le fait de le nommer, c'était nommer une de mes blessures. J'ai pris conscience à ce moment-là de mon attachement anxieux, à quel point il était présent, ce que j'avais pas vu à ce point-là. Et le fait de voir, de le nommer, que la personne l'accueille, en parle avec moi, il y avait une fait d'être reconnu et de pas être rejeté pour autant, d'être accepté pour dire oui, on en parle et puis ok, on n'a pas la même réalité, des choses qu'on voyait pas pareil, mais en même temps, on a pu en parler puis avancer ensemble. Et ça a guéri quelque chose de profond parce que cette peur du rejet qui était liée à cet attachement anxieux, et du coup là on fait regarde, tu peux le nommer et puis on te rejette pas pour autant. Mais du coup en le nommant puis en réalignant, il a fallu que je le fasse pour qu'après je me rende compte ok, mon attachement anxieux est là à ce point-là, et du coup de voir que en fait là où je disais c'est la faute de l'autre qui m'abandonne, au début la blessure disait ça et amplifiait ce sentiment, et en fait voir ok, en moi en fait qu'est-ce qui fait que j'étais aussi fusionnel, puis parce que je me disais l'autre, il y avait un sentiment dans la blessure, c'est parce que c'est de dire ok, l'autre utilisait notre relation pour combler un manque de relation sentimentale, et du coup quand il y a plus besoin, switcher. Il y avait de la blessure qui disait ça. Et du coup moi en regardant, je fais mais en fait moi qu'est-ce que je cherchais dans la relation? Parce qu'une relation c'est toujours un échange. Et donc là, c'était, en fait, je faisais la même chose. C'est que moi, il y avait un côté où il y avait un côté solitude, un côté, oui, je suis content d'échanger, mais trop, parce que, je cherchais à être rassuré et puis à être en lien en permanence, parce que le schéma fusionnel dont je parlais de l'enfance qui revenait, et puis, une partie de moi disait, en fait, la personne est comme moi, donc c'est-à-dire qu'on a souvent besoin de communiquer, mais en fait, pour se convaincre, sans aller voir le schéma ouais, mais en fait, c'est pas forcément ça, parce que c'est la blessure, c'est le schéma qui est là, et c'est pas exactement la manière de vivre une relation saine. Et puis des fois, ça veut pas dire qu'on peut pas communiquer tous les jours avec nos amis, mais ça dépend comment on approche la relation, avec quelle énergie et de quel espace ça vient. Est-ce que ça vient de partage et puis on se sent libre, ou est-ce que ça vient d'une anxiété, d'un attachement? Donc c'était très formateur.
Mais voilà, mais tout ça, c'était pour dire que voilà, en fait, les amitiés peuvent changer. Puis des fois, ben ouais, il y a des deuils à faire. Puis on s'adapte. Donc donc oui. Et c'est ça. Et dans mon chemin, donc ça, c'était une prise de conscience récente. Mais si je reviens un peu en arrière, il y a quand j'ai commencé mon chemin de guérison, il y a 5 ou 6 ans, là sont apparus des gens dans des nouvelles relations, et certaines ont été très toxiques. Vraiment, et c'est la vie est venue me montrer, regarde ce que tu tolères. Parce qu'en fait, c'est toujours une question du coup de qu'est-ce qu'on accepte dans notre vie. En fait, on parle de monter de vibratoire, de monter nos énergies, d'aller vers le cœur, etc. Mais au plus j'avance, au plus je comprends que c'est lié à la justesse. C'est lié à qu'est-ce qu'on veut vivre, mais du coup aussi la responsabilisation. C'est-à-dire qu'on monte en conscience, donc et ben on a plus de responsabilités. Et du coup, on doit justement prendre cette conscience de bah ok, c'est moi qui suis responsable de ma réalité, je la crée. Alors, c'est pas toujours évident parce qu'il y a des choses qui peuvent être horribles et très lourdes qui arrivent selon ce qu'on vit, mais c'est bon, en plus là ça peut venir de schémas, de liens karmiques, d'autres vies, de transgés, etc. Mais après, quand on est dans cette phase de je reprends mon pouvoir sur ce que je vis, c'est dire ok, il y a des choses qui sont arrivées. Donc là après on peut en parler parce qu'il y a beaucoup de choses à faire pour libérer ces choses-là, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mais après c'est ok, des choses sont arrivées, mais maintenant comment je fais pour vivre des choses qui me conviennent? Qu'est-ce qui en moi fait que je peux reprendre mon pouvoir et je peux aller vers des relations, des situations qui me conviennent. Et là, du coup, il y a cette phase d'observation, de dire ok, qu'est-ce que je tolère? Est-ce que je me respecte suffisamment au quotidien? Est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je sais dire non? Est-ce que je sais poser mes limites? Est-ce que je sais nommer les choses, les personnes? Est-ce que je me laisse faire? Est-ce que je me laisse rabaisser? Et moi, là, la vie est venue me montrer ça. Il y a plusieurs personnes qui sont arrivées qui m'ont montré à quel point je me laissais être rabaissé, être malmené, être même manipulé. Donc ça a pu être dans tout. Il y a eu des amitiés comme ça qui me rappelaient des schémas d'enfance. Il y a eu même une coach spirituelle, même quelqu'un d'autre dans la spiritualité qui là faisait du gaslighting spirituel, donc qui venait me faire douter de ma réalité en utilisant des concepts spirituels pour me faire culpabiliser, pour me dire bah en fait c'était moi qui devais progresser pour être à leur niveau. Donc, et tout ça était lié encore une fois à des schémas qui venaient de très loin. De ok, en fait, avant, je tolérais parce que, et c'est là où l'initiation que j'ai reçue cette année, c'est sortir de la naïveté, c'est voir les choses et les personnes, les situations telles qu'elles sont. C'est-à-dire voir la lumière, mais voir aussi l'ombre. Parce que dans mes constructions, dans aussi ce qui vient d'autres plans pour moi, parce que je t'ai en parlé dans d'autres épisodes, mais j'ai des mémoires qui viennent de vie d'autres planètes, où du coup l'amour est complètement différent, et vraiment, c'est pas des plans de dualité, donc c'est un amour vraiment inconditionnel, et puis c'est une autre vie. Et du coup, il y avait une incompréhension dans mon âme, et du coup dans mon inconscient, dans différentes situations, je comprends pas comment fonctionne l'amour ici, parce que je suis habitué à un amour tellement pur, hein, quelque part en moi, que je vois la lumière des gens, je voyais la lumière des gens, et je me fiais à ça, et en me disant ok, et surtout je voyais leurs ombres liées à leurs blessures, mais le côté empathique, hyper empathique, et puis le côté sauveur, et le côté ben j'existe pour aider les autres, me disait ok, mais je vois qu'ils souffrent, donc je tolère des comportements toxiques, inacceptables, parce que je rentre mais c'est plus d'empathie, c'est de la sympathie du coup. Je veux sauver l'autre et puis je le fais passer avant mon bien-être et du coup je m'oublie moi-même au passage. Donc ça, c'est des belles claques qui peuvent arriver avec et ben ok, qu'est-ce que tu t'aimes pas encore suffisamment, donc on va te le montrer. Et la vie, ben est venue moi comme ça par phase et puis du coup ben, par level up, on a fait ok, ben ça non, ça non, ça non. Donc les premiers quand on règle des schémas comme ça, en plus des fois on se dit pourquoi je revis ça, et on a l'impression de tourner en rond. Alors c'est toujours, si on regarde de ce côté-là, on tourne en rond, mais si on regarde de côté, en fait, ça fait une spirale qui avance. Donc c'est toujours le fait de, ok, je vis ça une première fois, j'avance, je comprends, je guéris, et je revis, et est-ce que je fais pareil, est-ce que je fais les mêmes choix? Donc par exemple, moi, la première a pris peut-être 1 an avant que je mette un stop, que je dise ça ne me va pas.
ça m'a amené à mettre des stops dans d'autres relations derrière. Et ça, c'était il y a 3 ans. Et cet été, le même schéma est revenu avec une autre personne. Seulement là, la prise de conscience s'est fait dès que le schéma s'est présenté. Le non a été le lendemain. Et puis, on va dire dans les semaines qui ont suivi, vu qu'il n'y avait pas comment dire, de possibilité que ça devienne sain, et ben la relation était coupée. J'ai coupé la relation dans les semaines qui ont suivi. Donc, dans un sens, c'est ok, pourquoi je revis ça, mais dans un sens, c'est ok, vois le progrès, vois ton chemin, vois comment avant tu tolérais ça depuis des années, pendant des années, et maintenant comment tu détectes, et puis tu sais poser tes limites. Donc c'est pour ça que c'est ce que je disais au début, c'est que la vie est une enseignante, et l'enseignement c'est la science de la répétition. Donc elle vient nous montrer où on en est, et puis comme ça nous permet de vérifier, et puis après on détecte, on devient meilleur, on détecte de plus en plus vite, et puis comme on se respecte et qu'on s'aime de plus en plus, et ben du coup on laisse plus ces choses-là rentrer. Donc ça vient vraiment définir qui on est, ce qu'on veut vivre, ce qui rentre dans nos champs. Et donc oui, après en avançant encore dans ce chemin-là, dans les répétitions par exemple, il y a eu pour moi là qui est venu me montrer vraiment des schémas là on va revenir sur le sentimental, sur des schémas encore de dépendance affective et de nouveaux termes que j'ai découverts cet été. Donc ça m'est arrivé une fois en 2020, puis une fois cette année, en fait, d'être attiré très fortement par quelqu'un qui en plus était d'une manière aussi attiré par moi, mais sans que ça se concrétise parce que les situations, les choses ont fait que c'était pas possible. Et du coup moi là vraiment autant il y a des relations on dit ok ça se fait pas et puis je passe à autre chose. Et moi ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Je parlais déjà au début d'idéaliser la relation et puis de la vivre en rêve dans la tête et puis sans oser y aller. Et là ça venait vraiment fort de dire ok mais pourquoi malgré le non, malgré le fait que ça se fasse pas, je continue à penser à cette personne, je continue d'espérer qu'il se passe quelque chose et quelque chose qui lâchait pas en moi. Donc là je creusais, puis ça faisait beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. Et en creusant un peu plus, j'ai compris plus tard, en ayant réglé ça cette année, que ça venait aussi le fait que quand c'est une relation où il y avait pas de possibilité du tout, que je savais pas, ça va lâcher plus facilement. Mais du moment où il y a eu un flou, où il y a eu un et ça pourrait se faire, il y a une part de moi qui ne lâchait pas sur l'idée ça pourrait se faire, et du coup qui amplifiait cette idée de pas lâcher en fait et puis d'aller rêver. Et ça donc c'est là où j'ai découvert le mot situationship. Donc ça c'est quand on justement c'est une relation qui reste dans le flou. C'est-à-dire ça peut aller dans une relation vraiment sentimentale, sexuelle, ou ça peut aller en restant avec deux personnes par exemple qui sont amies, qui sont intéressés sans se le dire, et puis ça reste dans le flou, on sent qu'il y a vraiment un rapprochement émotionnel, et puis tant que personne ne parle de ok qu'est-ce qu'on veut en faire, ça reste dans un flou, ce qui peut convenir à l'un et pas à l'autre en fait. Et souvent c'est là qu'on peut avoir un couple un qui a un attachement anxieux puis l'autre qui a un attachement évitant. Donc comme ça l'anxieux lui il veut la connexion, il veut la proximité désespérément par exemple, et puis il s'accroche. Et l'évitant, lui, lui, c'est l'intensité de la relation, des émotions qui fait qu'il a envie de fuir. Donc, ça fait que pour l'évitant, ces situations-là sont parfaites parce qu'il s'engage pas, et puis ça reste qu'il peut prendre ses distances. Par contre, pour l'anxieux, comme moi, là, ça fait que on dit oui, mais ok, mais je veux m'accrocher, mais c'est pas possible. Et puis donc, ça fait beaucoup de douleurs qui remontent. Donc, et quand ça s'active dans une relation pour moi, quand ça s'activait, c'est régulier, on va dire, donc c'est au passé. Ça fait que ça amplifiait ça. Et du coup, Instagram m'a aidé à comprendre encore. Et Instagram, je pense que le divin a hacké l'algorithme pour me montrer les choses, parce que des posts qui sortent de nulle part, qui me montrent des mots et des explications. Et là, c'est une pub pour une application justement pour parler des attachements et qui parlait d'un terme anglais, limerence, qui a pas d'équivalent français. Et donc, en gros, si on veut parler de ce terme, c'est l'obsession amoureuse. Et par exemple, c'est quand on tombe amoureux de quelqu'un au début, on n'arrête pas de penser à lui ou à elle, et on a les papillons, et puis on se met à se projeter, et puis il y a des pensées qui peuvent être intrusives parce que ça vient beaucoup. Donc au début, quand on vit une relation, c'est normal, puis cette phase après s'arrête. Par contre, la limerence comme ça peut s'activer.
quand, même avec une relation, du coup, qui n'est pas une relation sentimentale, c'est-à-dire quand on a un intérêt pour quelqu'un, ça s'active, et au lieu de s'arrêter rapidement puis de passer une autre phase, ça peut durer des mois, voire des années. L'image parfaite pour ça, l'exemple qui est très connu pour les fans d'Harry Potter, ça va être le professeur Rogue ou Snape en anglais, qui est donc depuis l'enfance amoureux de la mère d'Harry Potter et qui, même après sa mort d'ailleurs, n'a jamais arrêté de l'aimer. Et puis d'aimer Ken. Donc c'est l'exemple parfait de l'extrême, même à un niveau très poussé, de la l'ignorance. C'est-à-dire ok, c'est ces choses-là. Et ben moi ça s'activait comme ça en venant avec ok, mais en fait la personne, une part de moi qui comprenait pas, qui avait cette tristesse, et puis qui arrêtait pas de penser de mais pourquoi pas, et puis et donc et ça peut être très douloureux parce qu'en fait par exemple là j'avais beau chercher, puis comme la vie venait me le faire régler cette année, ben quand on s'approche de régler vraiment une blessure, je sais pas si vous avez remarqué, ça ressort beaucoup plus fort. Parce qu'on dit, ok, j'ai régressé, ou je comprends pas pourquoi ça sort fort. En fait, ça vient se mettre tellement en lumière que c'est le moment vraiment de l'avoir dans la face. Et là, on peut plus l'ignorer. Et du coup, on évacue ce qu'il faut. Et après, on le dépasse, on le transmute, on le transcende et on l'ascensionne. Mais du coup, ouais, c'est pas toujours évident quand c'est le moment où ça sort. Donc là, moi, ça venait vraiment, vraiment fort. Et au point où j'en étais à parler à mon âme, à mes guides pour faire, mais juste aidez-moi à plus penser à cette personne, par exemple, parce que je sais que c'est pas ça, je sais que c'est pas bon pour moi, je veux vraiment régler ça, mais ben des fois on sait, des fois on a compris la blessure, des fois on voit ce qui se joue, mais il y a des choses qu'on n'a pas encore lâchées, qui fait qu'on n'est pas encore prêt à ce que ça lâche complètement, donc ça fait qu'il y a un timing, il y a un timing divin, il y a un timing à chacun de quand c'est que c'est le moment de régler les choses, quand c'est que on est prêt à passer cette étape. Et des fois, ça prend plus de temps que ce qu'on voudrait, et ça nous laisse dans un entre-deux qui est pas confortable, le cul entre deux chaises. Et et du coup, voilà. Et moi, là, pour que ça lâche, alors je dis pas que ces schémas-là sont forcément liés à ce que je veux dire maintenant, mais dans les deux cas des relations que j'ai parlé pour moi, j'ai senti que c'était des personnes directement que je les ai rencontrées dans cette vie, que je les connaissais d'avant. Il y avait une proximité, il y avait une familiarité, il y avait des choses qui me montraient et que je chantais que ça venait d'ailleurs. Et la première relation, il y a 5 ans, c'est là où j'avais fait ma première hypnose régressive. Et j'avais vu une vie dans une époque médiévale où je me voyais vraiment bien et je voyais ma compagne qui avait été tuée lors de la chasse aux sorcières de l'époque. Et du coup, ben c'est comme si une part de moi s'en était jamais remise. Et du coup, ben en fait, j'ai rencontré cette personne dans cette vie. J'ai fait le lien plus tard, 1 an plus tard, entre les deux, avec des confirmations dans une guidance. Et voilà. Et là, rebelote. La personne cette année, je sais dès le début, donc je nettoie les vies que je peux. Mais c'est là où, encore une fois, des fois on sait, mais en fait c'est pas encore le moment de nettoyer les choses parce qu'on n'est pas prêt à lâcher. Une part de nous a pas encore été reconnue, a pas encore pu nettoyer tout ce qu'il fallait ou est pas prête à lâcher. Et du coup, bah ça a pris un certain temps jusqu'à un moment donné. Il y a pas si longtemps là, il y a peut-être 1 mois, où je demande à une amie qui se reconnaîtra de me faire un soin parce que je fais là j'ai besoin de toi, j'arrive pas tout seul. Parce que oui, on peut tout guérir, on a tout en nous pour guérir seul. Mais parfois, eh ben, quelqu'un d'extérieur va nous aider à aller là où on n'est pas, en fait, à tenir l'espace, à nous aider à nous sentir en sécurité, puis à avoir un autre point de vue qui va faire un déclic ou à nettoyer parce que c'est aussi pour ça qu'on est là tous ensemble. C'est chacun a sa magie, puis va pouvoir connecter, s'aider les uns les autres. C'est aussi important. Donc, parce qu'aussi des fois, on a peut-être des limitations de dire, ok, ça, je suis pas capable de le faire. Donc, vu que je me sens pas capable, ben, en fait, je le crée que je suis pas capable. Donc, j'ai besoin de quelqu'un. Donc, il y a plein de schémas qui peuvent se jouer là aussi. Mais donc, cet ami-là, en effet, me fait le soin, voit une vie ensemble, voit que moi j'étais la femme, cette femme était l'homme dans cette vie-là, que j'ai perdu, je sais plus si l'homme a été tué ou enlevé, et que du coup, la femme que j'étais à l'époque ne s'est jamais remise d'avoir perdu et de ne plus pouvoir aimer son compagnon. Et donc moi, il y avait là, ça a réactivé le fait de, ok, je peux pas être avec cette personne, même si elle est présente physiquement dans ma vie. Et ça a activé cette douleur qui était vraiment intense. Et du moment où le soin a été fait, pouf, ça a lâché, une légèreté est arrivée, et du coup, et ben ça s'est désenclenché. Donc, ce qui veut pas dire que
Il n'y a pas encore des restes à nettoyer, parce que des fois, on enlève le gros, puis après, on finit de peaufiner les autres choses. C'est souvent ça. C'est des petites miettes après pour le balai à poussière, pour enlever ce qui reste. Mais je le sens, le switch est fait, et du coup, ça a vraiment changé quelque chose. Donc, encore une fois, ça veut pas dire que tous les attachements qu'on a, on s'en remet pas, on a du mal. C'est forcément une vie passée, un lien karmique. Mais ça peut être intéressant quand on sent que d'aller voir dans ces plans-là, avec si on sait le faire soi-même ou avec des gens qui le font. Moi, je sais que par exemple, la première fois quand j'ai fait l'hypnose régressive, je sentais une nostalgie, je sentais le manque d'une personne dans ma vie, qui n'était pas le fait de pas avoir quelqu'un, d'être en couple, mais vraiment qu'il y a quelqu'un que je comprenais pas pourquoi il me manquait, je savais pas qui. Donc, c'est ce qui m'a amené à explorer l'hypnose régressive cette fois-là, et qui a amené à cette prise de conscience. Donc, c'est pour ça, nettoyer les liens. Ça aussi, on se rend pas compte comment c'est important. Donc, il y a beaucoup de liens énergétiques qui se font. Donc là, on parle d'autres vies. Oui. Après, il y a déjà aussi au quotidien, il y a déjà, par exemple, comment on coupe les liens. Quand on connecte à quelqu'un énergétiquement, on connecte d'abord par le chakra du cœur et après par tous les autres chakras. Et du coup, et puis même, il y a d'autres manières de se connecter énergétiquement. Et des fois, il y a des liens qui sont pas coupés. L'exemple, c'est, pour faire une image, c'est quand on téléphone à quelqu'un, et du coup, on lui parle, on raccroche la ligne. Ça veut pas dire qu'on n'aime plus, qu'on n'est plus en relation avec lui, mais on a raccroché. Et souvent, on coupe pas les liens énergétiques avec d'autres personnes. Donc, ça fait qu'on reste en contact avec eux. Et du coup, ça peut jouer dans les énergies, ça peut faire un échange d'énergie. Et puis, en plus, si on est un peu sauveur et qu'on veut aider l'autre, on va bien rester en communion avec pour l'aider. Si en plus on est dans la dépendance parce qu'on a besoin de liens, nous, on va bien garder ce lien aussi. Donc du coup, il y a des coupes à faire. Il y a aussi des libérations relationnelles. Alors il y a différentes manières, différents noms. Ceux qui connaissent Natacha Caestrémé, c'est la récupération d'âme. Moi, je l'ai revu différemment avec un autre protocole, c'était l'an dernier. Et du coup, là, c'est le principe que c'est toujours une relation, une situation, un échange d'énergie. Et du coup, comme c'est un échange, on garde une énergie d'autre et l'autre garde une énergie de nous. Et en fait, ça, c'est bon de dire, OK, non, je te rends ce qui est à toi, je reprends ce qui est à moi. Comme ça, chacun a ses bouts, et du coup, ça nous permet, nous, de redevenir plus complet en reprenant tout ce qu'on a pu laisser, les petits cailloux qu'on a semés un peu de partout, pour les reprendre, pour devenir plus complet et rendre à l'autre ce qui est à lui. Puis du coup, vraiment sortir de certains schémas qui sont là, ou de choses qui nous nourrissent mutuellement. Et puis, mais des fois, encore une fois, là, on y va pas. Des fois, on le revisite parce que des fois, on n'est pas prêt à tout rendre à l'autre parce qu'il y a des bouts où peut-être une blessure ou un schéma est encore là. Et puis, on garde sans s'en rendre compte des choses. Donc ça peut jouer. Et puis ça aussi, les gens me demandaient récemment, me disent, mais ça, faut le faire avec qui? Juste dans certains cas, mais en fait, on se rend pas compte que ces récupérations d'énergie, faut le faire. On peut le faire avec près tout le monde qu'on a rencontré dans la vie, si on a envie d'aller vraiment loin, mais surtout aussi les gens avec qui les gens avec qui on a vécu des grosses choses dans nos vies, des relations, mais aussi les gens avec qui on partage notre quotidien, notre famille, parce qu'il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de choses qui ont pu se jouer et qui sont restées. Et puis du coup, ça fait que récupérer nos énergies, c'est ça, parce qu'après on se retrouve en étant chacun complet sans l'énergie de l'autre, et puis ça fait qu'on revient différemment vers l'autre. Donc ça, il y a différentes manières de faire, et vraiment l'an dernier je l'ai revisité, je l'ai reappris dans certains cours ici, et depuis je me rends compte de l'importance de cela. Donc j'encourage de plus en plus les gens à prendre conscience de ça et à comprendre l'impact énergétique, parce que on se rend pas compte à quel point on échange des énergies, à quel point on s'en nourrit, on se laisse pomper notre énergie. Et du coup, ça, si on est en plus, si on est empathique ou sauveur ou une éponge, ça fait qu'on peut prendre beaucoup. Et pour revenir aux différents schémas relationnels, des fois on comprend pas pourquoi on va vers certaines personnes et puis on voit pas nos schémas. Et c'est là que vraiment, faut aller voir ces schémas de l'enfance, comprendre comment on fonctionne, voir qu'est-ce qui fait qu'on les choses nous conviennent pas, et qu'est-ce qui se joue en nous, plutôt que de voir juste l'autre en fait et dire ça vient de l'autre. Mais ouais, donc par exemple, moi, ce que j'ai pris conscience aussi, c'est en dehors des schémas que j'ai parlé tout à l'heure avec les peurs de rentrer en couple, etc. C'est par exemple pourquoi aller vers des personnes indisponibles. Puis il suffit qu'il y ait un schéma
on revient où on n'a pas eu l'affection de la manière dont on voulait en étant enfant. Ce qui veut pas dire que mes parents m'ont pas aimé, parce qu'ils m'ont aimé, mais pas forcément. C'est toujours le parent, il est comme il est avec ses blessures, ses schémas, il fait de son mieux, mais du coup, ça correspond pas forcément aux besoins de l'enfant. Donc, si un besoin n'est pas comblé, une manière de fonctionner n'est pas comprise, et ben ça peut laisser un schéma, laisser une manière de, ok, ben du coup, ça fonctionne comme ça. Je comprends que les relations, ça fonctionne comme ça. De mon point de vue d'enfant, qui a compris ça avec sa manière de concevoir les choses à ce moment-là, quand il s'est construit. Et du coup, on répète le schéma. Donc, on va vers des mêmes situations, dans le cas, avec pas la manière d'être aimé que je cherchais. Donc voilà. Donc là, ça m'a amené à beaucoup questionner. En plus, comment aimer dans le juste, comment s'aimer soi et comment aimer l'autre, les autres. Et ça, alors là, en plus, je travaille avec mon homéopathe uniciste qui me donnait un traitement le mois dernier, sans me dire ce que c'était, parce qu'on voit selon les mois ce qu'on travaille. Et le lendemain, j'en pouvais plus de tristesse. J'ai cru que j'allais mourir de tristesse. C'est dans la phase justement où je nommais à l'autre personne dont je parlais mon besoin que notre relation soit différente. Et là, c'était ok, mais en fait, ce qui remontait en souffrance c'était ok, je ne sais pas aimer, mais personne ne sait aimer parce qu'en fait, tout le monde vient avec ses schémas, tout le monde avec ses blessures, tout le monde aime depuis là, donc personne n'est authentique et ça ressortait tellement fort que je lui ai demandé, je fais, est-ce que ton traitement, ça joue sur ça? Parce qu'aujourd'hui, je ne peux plus. Elle me dit oui, c'est ça vibre fort, donc c'est que ça fait son effet puis que ça nettoie. Et en effet, ça a pris une semaine de profonde tristesse, de profond nettoyage, de purge dans les émotions, dans les énergies, dans le corps, pour sortir beaucoup de ces choses-là, pour enlever cette toxicité, ces fausses croyances, plein de choses, et puis pour pouvoir reconstruire. Donc ça faisait partie là de ces dernières semaines où il y a eu ce gros switch derrière parce qu'il y a eu toutes ces libérations. Donc c'est venu de différentes personnes, différentes techniques, parce que c'était le moment. Des fois c'est ça. Des fois on fait un soin et puis on attend beaucoup avant d'en faire un autre, on n'a pas l'appel. Puis des fois on dit il faut espacer. Et moi je sais qu'il y a des moments où quand c'est une grosse guérison qui approche, j'écoute mes appels et la vie fait qu'il y a des choses qui s'enchaînent et il y a différents soins qui des fois s'enchaînent sur plusieurs jours avec différentes personnes parce que en fait c'est le moment d'aller guérir dans différentes dimensions, de différentes manières le schéma, la blessure et de passer un autre step. Donc ça peut demander beaucoup. Après ça peut demander une grosse intégration parce que quand on va en plus nettoyer tout ça, ça vient bouger tous nos champs énergétiques, toutes nos émotions, ça vient dans le corps. Donc ça fait ça fait de nouvelles énergies qui peuvent rentrer et du coup faut l'accueillir tout ça. Donc après ça peut demander une phase d'intégration avec du repos, avec le temps de conscientiser, de trouver ces nouveaux repères. Bon, il y a vraiment ok maintenant comment je fais, comment encore maintenant à tâtons en disant ok ça je faisais ça avant, c'est encore bon, c'est pas bon, je continue pas. Donc ouais c'est des grosses phases d'intégration et ça j'avais déjà dû en parler une fois de l'intégration, la détox, les crises de guérison. Ça vient par palier. Quand on passe des étapes, on sent que ça pousse et ça pousse de plus en plus maintenant avec l'accélération temporelle et vibratoire, la montée en vibration de l'ascension collective pour dire ça nous pousse à devenir qui on est vraiment. Donc à lâcher tout ce qui n'est pas nous, donc tous les schémas, toutes les relations, toutes les situations qui ne nous conviennent pas. Par contre, du coup, ça demande de step up, de dire ok, moi maintenant, qu'est-ce que je veux, qui je suis, et je ne tolère plus les choses qui sont en dessous du minimum que je mérite. Donc du coup, ça pousse vraiment à s'affirmer et à prendre en considération soi-même de plus en plus, en restant dans la bienveillance évidemment, mais du coup en sachant être, il y a cet amour juste qui peut être tranchant, qui peut être un non, mais qui a pas besoin de se justifier, c'est comme ça que je fonctionne. Et puis tu me prends pas. Je prends en considération quand je te dis avec bienveillance. Je prends en considération que toi ça peut te faire réagir et puis venir jouer en toi. Et par contre moi c'est comme ça que je fonctionne. Et puis alors en se méfiant sur un truc comme ça aussi parce que j'ai pu le voir cet été avec d'autres personnes qui enseignaient ce genre de choses en disant que on n'est pas responsable de la réaction de l'autre parce que ça lui appartient, comment ça va déclencher les choses chez lui. Dans un sens, oui, parce que on a le droit de nommer les choses et puis l'autre personne, on sait qu'elle a sa vision de la vie, ses schémas et que du coup ça lui appartient et qu'il y a une autre réalité puis on a le droit de l'assumer. Et puis l'autre,
bah, du coup, s'adaptera. Donc ça, oui. Par contre, si on fait juste cette partie-là, pour moi, c'est mon avis, faut prendre ou à laisser, on oublie la partie de quand même se remettre en question. Parce que faut pas trop se remettre en question, d'accord, tout le temps, et puis être sûr de soi, mais faut toujours garder un discernement aussi, parce que se dire, ok, est-ce que là, et puis surtout quand on évolue, quand on change de manière de faire, des fois, si on était dans un extrême, sinon classe au milieu, on était là, et ben genre je disais pas non, je m'oubliais, je me sacrifiais, et ben on va souvent aller dans l'autre extrême pour dire non très fort, très vite, un peu très sec, parce que on sent, parce que si on se force un peu, parce que on a besoin d'aller dans l'autre extrême pour dire bah je sors de mon truc, et après bah au fur et à mesure on apprend à revenir au juste milieu. Et donc, quand on est dans ces changements-là, ça fait que bah, on a des nouveaux repères, on n'a plus nos repères. Et puis même qu'on n'est pas dans ces phases de changement, c'est dire toujours, OK, l'autre, bah, il est humain aussi, ça a déclenché quelque chose, OK, on peut en parler, on peut voir. Après, je peux ne pas être d'accord avec ce que ça se déclenche chez lui, puis dire, bah, de toute façon, c'est juste ce que je te dis, mais au moins faire le pas de dire, OK, je check. Est-ce que ça a été juste de mon côté? Est-ce que il y avait potentiellement un schéma ou une blessure qui amplifiait la chose? Est-ce que il y avait d'autres choses qui se jouaient? Parce que comme ça permet aussi de se remettre en question. Parce que sinon, en effet, si on dit c'est toujours moi, c'est pas moi. Si tu réagis, c'est forcément toi. Bah là, je pense on n'est pas dans un juste équilibre dans la dynamique relationnelle. Donc, donc voilà, parce que pour moi, il y a toujours quand on a trouvé l'équilibre, c'est pas l'instabilité, c'est pas en fait dire que c'est toujours la même chose et ça bouge pas. C'est comme un funambule qui marche sur un fil, il a son équilibre, mais en fait, il va toujours basculer d'un côté de l'autre et retrouver son centre. C'est comme nous quand on marcher, c'est une perte d'équilibre en fait. On lève la jambe et puis on va pour tomber en avant, puis on se récupère. Et du coup, c'est ça. Donc, c'est pas se dire que j'ai trouvé la manière d'être et puis c'est comme ça. Après, on évolue selon les jours, on se comporte pas pareil, on n'est pas dans la même mood. L'autre personne est différente aussi, mais sur la même personne ou d'autres personnes, les choses changent. Donc, il y a toujours des réajustements qui sont plus ou moins grands. Donc, c'est pour ça que c'est bon dans son discernement, pour moi, de garder ce questionnement. Donc, donc voilà. Et après, là, si on parle d'aller justement vers la justesse, vers des relations justes, c'est comment on fait, qu'est-ce qui est important. Et moi, ce que je vois dans la justesse en plus, surtout de plus en plus, c'est l'authenticité. C'est en fait, et justement, c'est là ce que je faisais pas avant, c'est que je nommais pas en fait, quand on nomme pas les choses, quand on se tait, quand on fait les choses pour faire plaisir à l'autre, on n'est pas nous-mêmes, donc on n'est pas authentique. Et du coup, on présente à l'autre un masque qui lui plaît pour lui plaire, en fait. Je veux dire, ok, moi je suis ça, je suis le bon garçon, le bon copain qui va t'aider tout le temps, même s'il est super fatigué, même s'il a pas envie, et puis qui t'a sacrifié son bien-être. Mais du coup, bah la personne ne connaît pas vraiment, elle voit pas nos défauts, elle voit pas nos ras-le-bol, elle voit pas qui on est complètement. Alors que du coup, l'authenticité, bah on est nous. Et puis peut-être que ça plaît pas. Il y en a qui vont pas aimer du tout et puis ils nous quitteront ou ils vont pas être en relation avec nous. Puis d'autres, par contre, ils vont nous respecter d'autant plus pour ça parce qu'ils vont dire ok, tu me montres qui tu es vraiment. Je vois que t'as tes limites. Je vois que du coup, qui tu es vraiment, je peux discerner. Et puis ça fait que tu c'est montrer qui on est. Et du coup, à partir de là, du coup, la personne sait comment on fonctionne et puis voit ce qui lui va ou pas. Et puis après, chacun va jouer en fonction. Donc c'est vraiment dans ce respect de soi, mais du coup aussi c'est un cadeau à l'autre. En fait, on honore l'autre en disant bah regarde moi je suis ça. Et puis j'ai j'ai notre relation est suffisamment importante pour que je te montre qui je suis et que j'ai pas peur de te perdre au passage parce que je préfère être authentique et que ça on trouve comment on fonctionne ensemble que d'avoir une relation qui est superficielle dans un sens parce qu'elle sera basée sur quelque chose qui n'est pas vrai. Donc donc c'est ça et ça fait que et pour aller vers ça donc quand on y va, ça veut dire que il peut y avoir des peurs de rejet qui remontent. Dans les peurs de rejet aussi, il y a souvent on veut pas il y a des parties, des schémas, des blessures qui fait qu'on veut pas forcément perdre des relations parce qu'elle a peur d'être seule. Donc la différence entre la solitude et se sentir seul parce que la solitude, on peut être seul et se sentir bien avec soi-même, se nourrir. C'est important d'ailleurs, on est la personne qui passe la vie avec soi-même toute notre vie.
C'est la seule personne qu'on sait qui reste à 100%, c'est soi-même. Donc, déjà, arriver à être confortable avec soi-même, s'apprécier, c'est important. Moi, c'est quelque chose que j'ai compris il y a quelques années que je n'aimais pas être avec moi-même et que du coup, je compensais beaucoup avec les autres ou un mal-être quand j'étais seul. Et du coup, j'ai appris à apprécier ma compagnie, à faire des choses seul. Par exemple, des choses que je me permettais pas de faire tout seul parce que je me disais, bah, tiens, je fais pas ça parce que j'ai pas quelqu'un pour le faire. Mais en fait, je me dis pourquoi? Des gens qui le font très facilement, encore une fois, puis d'autres font, bah non, je n'autorise pas ça. Donc moi, c'était une redécouverte de moi, mais du coup, voilà. Il y a, pour moi, si on n'a pas cette partie-là et qu'en effet, on se sent seul quand on n'est pas accompagné, et ben, ça fait que ça peut inciter à rester dans des relations qui ne nous conviennent pas parce qu'on préfère être, être en compagnie que seul. Donc, d'où le dicton mieux vaut seul que mal accompagné. Mais après, ça veut pas dire que c'est toujours évident. En amitié, il y a cette manière-là, oui. Après, par rapport aux relations sentimentales, le célibat, ça fait que oui, on va s'aimer soi, on va avoir des relations amicales, et puis, mais il peut y avoir un côté qui nous manque, qu'on peut assumer, c'est le fait de dire, il manque l'intimité avec quelqu'un, la proximité physique, la sexualité à deux. Ce qui fait que ça, moi, ce qui m'a beaucoup apporté, c'est la non-dualité. De dire, je peux être ça et ça. Je peux être bien seul, je peux apprécier ma compagnie, je peux être bien dans mon célibat. Ça n'empêche pas qu'il peut y avoir une partie de moi en même temps qui voudrait être avec quelqu'un à qui ça manque cette partie-là. Et je peux être en plus quelqu'un qui apprécie la compagnie d'amis et tout ça. Donc c'est toujours je peux être plusieurs choses à la fois. C'est le fait, c'est nos multifacettes, nos multidimensions. Dire il y a vraiment différentes choses qui vivent en nous, différentes facettes de nous, comme différents êtres. Moi je les vois et qui sont chacun avec leurs émotions, qui représentent une partie de nous en fait. Et ils vivent tous ensemble. Alors après c'est l'histoire de qui c'est qui parle le plus fort, qui c'est qu'on écoute le plus. Si celui qu'on écoute le plus dans ce cas-là, par exemple du célibat et puis du manque d'être avec quelqu'un, si c'est cette partie-là de nous, on manque d'avoir quelqu'un qui est blessé, qui se sent seul, qu'on écoute le plus, on va peut-être aller vers la dépression, vers son mal-être, etc., sans porter attention à ce qu'on a à côté. Donc ça peut être, ok, je reconnais toi, par contre je baisse un peu le volume de toi, parce que je sais que t'es là, de temps en temps je prends soin de toi, je pleure un coup, je fais un rituel, je fais ce qu'il faut pour prendre soin de moi et puis pour accueillir ces émotions. Mais ce que j'écoute le plus au quotidien, c'est des parties d'être en gratitude, de reconnaître ce que j'ai, de reconnaître que j'ai ma compagnie, j'ai ma vie, j'ai des choses qui me plaisent, des activités qui me passionnent, qui me nourrissent, des amitiés, des relations aussi qui me nourrissent. Donc c'est toujours ok. Aussi que je porte mon attention. Mais ce qui veut pas dire ignorer. Au contraire, justement pour comprendre une blessure et pouvoir après la transcender, la guérir, la libérer, la dépasser, faut la reconnaître parce que que ce soit en nous ou quelqu'un d'autre qui a besoin de parler de ses blessures, le fait d'avoir un témoin et d'être reconnu pour de vivre ça et de sentir que c'est légitime, accepté, et ça permet tellement de libérer des choses, d'aller vers des guérisons avec après des pardons, avec beaucoup de choses. Donc c'est très important d'accueillir ces parts de nous, mais en effet pas se laisser submerger par ces parts-là. Alors, il y a des moments, c'est des vagues, il y a des moments, ça va sortir fort, et puis c'est là, mais après, c'est comment on fait au quotidien, et puis savoir qu'il y a d'autres choses aussi. Et c'est ça. Donc, en plus, en pensant donc sentimental et amitié, c'est ça. Après, moi, le questionnement que j'avais là, donc, comment aimer, et c'est justement, par exemple, quand on veut être avec quelqu'un, puis que, ma question, c'était, ok, mais j'ai tant d'amour à donner, et tu fais, oui, mais ok, déjà, cet amour-là, justement, souvent, quand on reste à penser à quelqu'un, puis à vouloir être avec quelqu'un, et en fait on cherche aussi à être validé, à être connu, à avoir peut-être des choses qu'on se donne pas, combler des manques. C'est ok, aller voir où c'est que j'ai des manques, des vides, comment me donner cet amour que je cherche à l'extérieur, en disant ok, il y a une partie, c'est pas pareil qu'avoir quelqu'un, mais comment je peux me donner cet amour et puis aller vers de différentes manières. Et après il y a aussi ok, comment je vois que des amitiés, du service, c'est aussi donner de l'amour d'une autre manière en fait. Donc c'est ok, je veux donner, et c'est toujours ça, c'est vibrer ce que tu veux recevoir en fait, ce que tu veux vivre. Donc si tu vibres l'amour, que tu le sens en toi, que tu te donnes et que tu en donnes autour de toi, t'es dans un autre champ vibratoire, dans une autre fréquence que si t'es à être dans le manque en fait. Et du coup,
c'est facile à dire. Ça veut pas toujours dire que c'est facile à faire et à vivre. Mais du coup, quand on arrive à vibrer ça, et ben déjà on vit nos journées différemment. Et après, on va attirer progressivement d'autres choses. Mais ça veut pas dire que c'est à 100% du temps. C'est prendre conscience et après savoir des outils de la conscience pour aller vers ça de plus en plus. Et puis accueillir qu'il y aura des émotions qui vont venir quand même parce qu'on est humain. On est là dans cette vie incarnée pour justement avoir avec nos sens, avec ces émotions-là. Et puis elles ont toutes leurs raisons d'être, qu'elles soient positives ou négatives, parce qu'elles nous amènent des choses à comprendre et à ressentir. Donc c'est ça. Et puis quand on comprend aussi, c'est quand on comprend nos schémas et puis comment aimer et qu'on se comble soi, ben du coup on n'approche plus l'amour de l'autre de la même manière. En fait, l'amour il enferme plus, pas. C'est l'autre, il a le droit d'être qui il est. Et puis je vais vers la relation. Déjà, d'abord je remplis ma coupe d'abord. C'est-à-dire que je vais pas aller me sacrifier pour l'autre et puis le prioriser avant moi. C'est déjà je remplis ma coupe. Et partant de là, je peux aller ensuite en relation vers l'autre en étant plein. Et d'ailleurs, ça fait que je peux te donner plus parce que moi, je me suis rempli d'abord. Et ça fait que je vais pas vers l'autre pour remplir ma coupe qui est vide. J'y vais en bonus. J'y vais parce que j'ai envie de plus, parce que j'ai envie de partager, j'ai envie de lien, j'ai envie de connexion. J'ai envie, oui, de donner et de recevoir, oui. Mais du coup, je suis pas en dépendance, je suis pas en manque si je reçois pas exactement ce que je veux, si je peux pas aimer de la manière que je veux, parce que je comprends que chacun aime différemment, puis que moi je m'apporte ce dont j'ai besoin, et l'autre, il m'apporte les choses qu'il veut bien me donner à sa manière. Bien sûr, dans l'équilibre, on revient au fait que, et moi c'est ce qui me faisait travailler là aussi, c'est comment avoir la réciprocité dans nos relations. Parce que souvent c'est ça, si on se dit juste, ok, je vais vers l'autre dans le cœur, et puis moi je me comble, et puis l'autre j'accepte ce qu'il me donne, oui, mais après il y en a, ils vont donner juste des miettes, et puis il y en a, ils sont pas intéressés, puis il y en a, ils vont nous utiliser, ou ça va être vraiment quand ils veulent, mais il y a il y a différents types de quand tu veux, là, il y a celui c'est quand il veut parce que c'est ça, il fait ok, moi aussi là je suis dispo, et puis quand je suis dispo tu sens que c'est sincère et puis qu'il est présent. Et il y a celui qui est ok, je suis là, mais en fait genre je suis là par exemple que quand je suis pas bien, je t'oublie quand tout va bien dans ma vie, et puis quand ça va pas bien, je sais que toi tu m'écoutes donc je reviens, tu vois. Donc là, est-ce que tu tolères ça ou pas, c'est ton choix. Mais du coup moi il y a souvent parce que quand on est empathique et qu'on écoute beaucoup et qu'on veut aider l'autre et les constructions qu'on a vues dans l'épisode plus tôt, du coup il y a ce côté, oui, viens, je vais t'écouter, je vais t'aider parce que voilà, mais en fait des fois on se fait utiliser. Donc j'ai eu aussi à réaligner ça cette année en fait en voyant que en même temps, d'ailleurs c'est marrant, la vie m'enseigne depuis un an des choses dans les deux extrêmes. Par exemple, l'an dernier, j'étais attiré par quelqu'un qui était pas disponible, et en même temps, quelqu'un était attiré par moi, mais ne m'intéressait pas. Je vivais les deux, et ça fait que je voyais ce que ça faisait d'être dans les deux sens. Et là, c'était, ok, moi, j'ai un attachement anxieux envers quelqu'un que je suis en train de régler, puis quelqu'un avait un attachement anxieux, et se co-régulait à travers moi, son anxiété, et je devais régler ça. Donc, c'est comme si là, on me montrait vraiment les deux extrêmes à chaque fois pour voir l'étendue du spectre du schéma, de la blessure, du comportement, pour du coup pouvoir le réaligner puis trouver en fait, parce que si on vit qu'une partie, des fois on va trancher pas forcément juste, et puis en vivant les deux tu fais ok, comment je me place, comment je vois comment l'autre m'impacte, comment j'impacte l'autre, donc là je peux prendre ma décision différemment de comment je réaligne ça. Je vais pas dire que la solution est la même dans les deux cas parce que c'est deux cas différents, mais du coup ouais, ça se présente, ça peut se présenter comme ça. Et après, ouais, dans tout ça, trouver cet équilibre, savoir dire non, poser ses limites. Moi, ça m'a beaucoup challengé au début parce que poser mes limites, ça faisait et me prioriser, ça faisait me sentir égoïste. Parce que quand on n'est pas habitué, quand on est dans le sacrifice, qu'on fait passer l'autre avant, du moment où on commence un tout petit peu à penser à soi, et là, on se sent égoïste. On se dit, être égoïste, c'est pas bien. Mais en fait, on va dire qu'il y a il y a je peux penser au sketch des inconnus, le bon chasseur, le mauvais chasseur. Mais là, il y a le bon égoïsme et le mauvais égoïsme. Le mauvais égoïsme, c'est celui qui tu vas vraiment jamais penser aux autres, tu vas juste penser à toi, puis tu vas pas prendre en considération du tout les émotions de l'autre et sa réalité. Et le bon égoïsme, c'est déjà, je prends soin de moi. Je sais te dire, je suis pas disponible maintenant ou pas pour ça, mais je le serai plus tard et dans ces choses-là qui me vont, et je te prends en considération. Ou en effet, peut-être qu'il faut que je coupe parce que c'est négatif pour moi, mais je peux t'expliquer ou non selon la situation, mais par contre, parce qu'il y a ce besoin.
Donc il y a différentes manières, mais au début, moi ça me challengeait beaucoup. Et beaucoup de gens qui me parlent de régler leur schéma ont ce sentiment de se sentir coupable, de se sentir égoïste quand ils réalignent. Mais c'est important parce que, encore une fois, on envoie dans nos vibrations à la vie, qu'est-ce qu'on tolère dans nos choses. Donc si on tolère des choses qui ne vont pas, parce qu'on pense pas à soi, ben ça va revenir parce que on accepte. Donc c'est vraiment de l'amour de soi. Et c'est pour ça que c'est important de voir dans nos relations, nos situations, comment on se sent, si on est en sécurité émotionnelle, si on sent que c'est juste, et puis bien écouter son ressenti, parce que souvent, tout le temps, notre inconscient, nos émotions, notre corps, notre système nerveux, ils nous montrent si c'est juste ou pas, ils nous font sentir, et du coup, on peut écouter ou pas en fait, mais on a ces ressentis, puis il y a des raisons. Donc quand souvent on se sent pas bien, oui, il y a peut-être des choses en nous que ça fait travailler, des blessures, des schémas, on a travaillé, mais on sent si c'est sain ou pas. Il y a quelque chose qui peut nous tiquer pour dire il y a quelque chose que je sens qui, tu sais, quand ça revient, on fait ok, là il y a vraiment quelque chose, et des fois on l'écoute pas. Et puis des fois ça peut coûter cher. Moi quand j'ai pas écouté ça il y a 3-4 ans là, j'ai subi, il y avait un truc qui était pas clean dans une relation, et j'ai subi une énorme arnaque, vraiment ticket financière. Donc mais mon corps le savait, mon corps était en stress, même quelqu'un qui me faisait de la kinésiologie holistique pour travailler en thérapie avec la mémoire musculaire, me disait mais ton corps là c'est comme si on était en train de le violer en fait. Il y avait un abus que je n'aimais pas avec elle, parce que j'avais peur justement que ça se perde, quelque chose en quoi j'avais espoir. Et du coup ça coûtait très cher de pas m'écouter, donc c'était une très grosse leçon pour moi de la vie, la plus chère que s'il m'écoutait, mais en même temps la plus belle pour dire ok, en fait ça m'a montré à quel point je pouvais me sacrifier puis me projeter dans la réalité de l'autre en m'oubliant, et de savoir dire non. Et du coup, quand on veut vraiment va écouter, des fois, ça fait que quand on revisite, des fois, ça doit être un peu plus costaud pour qu'on comprenne. Ça dépend comment on fonctionne. Donc, il y en a qui comprennent vite, qui passent à autre chose, puis il y en a, faut foncer un peu dans le mur des fois pour comprendre. Donc, ça arrive aussi. Mais après, quand on découvre ça, on fait de plus en plus confiance à comment on se sent. Et puis on voit et des fois on a des belles confirmations. Moi je vois, des fois où j'avais un doute, mais je sentais que c'était pas juste et que je m'écoute. Là la vie m'a montré, genre, quand j'ai tranché une relation que je sentais, celle dont je parlais, qui était toxique, qui rappelait des schémas de manipulation. Quand j'ai tranché, le jour même, le soir, je rencontre quelqu'un qui connaissait la même personne et qui m'a confirmé tout ce que j'avais senti par un vécu qui a eu similaire. Donc c'était juste magique, mais c'est comme si il fallait que je tranche avant de savoir. Donc la vie disait ok, d'abord prends ta décision, elle doit pas venir de l'extérieur qui va te dire, c'est toi c'est moi qui vais trancher. Parce que je sens. Après c'est pas toujours comme ça, des fois on peut avoir l'info et on tranche après, mais là moi c'était pour m'apprendre. Donc voilà, donc avec tout ça, pour moi la clé, de toute façon, ça revient toujours à l'amour de soi. On apprend tous à s'aimer, et du coup, en s'aimant, on aime aussi les autres, parce qu'on est tous reliés. Mais du coup, c'est la base des relations saines. De plus en plus, je comprends, c'est comment on s'aime et comment après on peut approcher l'autre d'une manière saine. De plus en plus, en comprenant comment on fonctionne, en comprenant quels sont nos besoins, quelles sont nos limites, en les nommant, et après en s'ajustant selon avec l'autre si on a envie ou pas, si chacun est prêt à y aller, et en nettoyant au niveau des énergies, au niveau des différents plans, si on sent qu'il y a des choses à voir, en ayant une hygiène énergétique pour libérer nos relations régulièrement. C'est comme on nettoie chez nous, on nettoie ce qui traîne dans notre maison, on nettoie ce qu'il y a dans nos énergies pour nous, on nettoie aussi ce qu'il y a dans nos énergies avec les autres, parce que il y a beaucoup de choses, parce que il y a les choses de notre quotidien, puis il y a des gens qui sont mis sur notre chemin, qui sont des fois on va parler de liens karmiques, de liens d'âme, qui sont là pour nous apprendre, pour nous aider à avancer. Et ça, des fois, au début, on peut avoir du mal à comprendre d'ailleurs le lien d'âme, de dire ouais, mais si c'est quelqu'un que j'aime, un lien d'âme, pourquoi il me fait souffrir? Mais ça, sur le plan de l'âme et du chemin d'évolution, ça peut être un des plus beaux cadeaux d'amour, en fait, de dire tu dois apprendre cette chose-là dans cette vie. Ça va pas être facile, mais moi, je vais venir t'aider à l'apprendre. Alors, j'aurai peut-être pour toi le mauvais rôle, parce que ça va te faire souffrir, parce que, par exemple, tu vas te rejeter, mais en même temps, je sais que ça va t'aider à avancer.
Donc, ça peut être des âmes qui sont comme ça pour se rencontrer, pour régler ces choses-là. Moi, ce que j'ai senti avec la relation dont je parlais cette année, qui est un très beau lien d'âme, et qui du coup change comment on se fait travailler l'un l'autre, comment on se fait avancer, et du coup, comment ça a été décidé en fait, comment on s'est retrouvé pour régler ça. Et après, comme tout lien, comme toute relation, on sait jamais quel va être le chemin ensemble dans cette vie, combien de temps ça dure, combien de temps, qu'est-ce qu'on a à voyager ensemble, comment vont bouger les choses. Chacun après a son chemin, ses choix, sa vie. Mais du coup, je trouve c'est beau quand on y pense sur le plan plus grand, et prendre du recul pour voir, ok, on vient ici pour que notre âme apprenne des choses, expérimente, libère, guérisse, se monte de plus en plus vers la lumière, vers qui elle est vraiment, en étant nous de plus en plus nous-mêmes et en incarnant de plus en plus notre âme, nos énergies dans cette vie. Et du coup, de voir qu'on a des rendez-vous comme ça avec d'autres, qu'on peut se suivre sur différentes vies pour se soutenir, pour s'aimer de manière différente, dans différents types de relations. Je trouve ça vraiment beau. Donc voilà, je pense que c'était pas mal ça que j'avais à dire sur le sujet. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des clés, des idées, des compréhensions. Encore une fois, chacun a un chemin différent, des choses qui peuvent ne pas parler du tout, d'autres qui résonneront complètement. Mais voilà, c'était un partage et puis on verra quel sera le prochain. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis à la prochaine. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Vie en Bleu. J'espère qu'il vous a apporté des clés, de l'inspiration ou simplement un moment de douceur. Si cet épisode vous a plu, sentez-vous libre de vous abonner, de mettre des étoiles pour soutenir le podcast et de le partager à celles et ceux avec qui il pourrait résonner. Si vous souhaitez découvrir mes pratiques holistiques et vibratoires, toutes les infos sont sur mon site benenergie.com et sur mon Instagram @ben.energie. Vous pouvez aussi trouver tous les liens dans la description de cet épisode. À très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.